Nous commençons tout d'abord notre leçon transfert thermique par un petit rappel. Le transfert thermique est un transfert d'énergie ne passant pas par une action mécanique macroscopique. Le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques est le travail mécanique noté W. Le premier principe de la thermodynamique relie le transfert thermique Q à la variation de son énergie delta E du système. Le travail mécanique se calcule à partir de la loi de la mécanique. Le transfert thermique se déduit de la relation précédente. Dans le cas fréquemment rencontré où le système thermodynamique est globalement au repos, la variation d'énergie delta E se confond avec la variation d'énergie interne delta U. Donc, on va voir Q égale delta U moins W. Si de plus le système est soumis seulement à l'action mécanique de la pression extérieure et que celle-ci constante au cours de l'évolution du système, travail égale moins P extérieur delta V, ceci permet d'écrire le transfert thermique comme la variation d'une fonction d'état dans les deux cas suivants, soit dans le cas d'une transformation isochore, QV égale delta U, ou bien dans le cas d'une transformation isobare, QP égale delta H. Avec H, c'est l'enthalpie du système. Donc, imagine, nous voyons ici le café, le chauffage du café. Donc, le transfert, le deuxième principe nous montre que la chaleur se propage des zones chaudes vers les zones froides. Mais il ne peut pas répondre à la question suivante. Combien de temps il fallut pour mettre que le café reste chaud? C'est-à-dire, il faut introduire la notion chaude. Donc, on peut calculer la quantité dégagée par le système, mais on ne peut pas calculer la quantité dégagée par unité de temps. Pour répondre à cette question, il faut introduire la notion du temps et calculer la puissance du transfert thermique appelé flux thermique grand phi, tel que la quantité dégagée par le système de chaleur égale flux fois dt. Nous exprimons le flux thermique en fonction de la différence de température qui provoque le transfert thermique. Il existe trois modes de mécanisme de transfert thermique. Nous commençons tout d'abord par la conduction. La conduction thermique est un transfert d'énergie à travers un milieu matériel, solide ou fluide, sans déplacement macroscopique de matière. Ce transport d'énergie est dû à l'agitation thermique des particules microscopiques, atomes ou bien molécules, existant dans le matériau, comme le montre le vidéo suivant. Au cours des chocs qui en résultent, les particules des zones chaudes qui ont le plus d'énergie cèdent de l'énergie aux particules des zones froides qui ont le moins de chaleur. Le transfert thermique à travers les murs d'une maison, par exemple, ou à travers le fond d'une casserole est un transfert thermique conductif. Passons maintenant au deuxième mode de transfert thermique, ce qu'on appelle la convection. La convection thermique est un transfert thermique dû à un déplacement maintenant de matière. Un fluide en mouvement transporte avec lui de l'énergie interne. Ce type de transfert peut exister en plus de la conduction dans les fluides. On remarque que les particules chaudes vont monter vers le haut, les particules froides descendent, ce qui explique que par la masse volumique qui dépend de la température, les plus chaudes ont une masse volumique plus légère que les masses volumiques des particules froides. On parle de convection naturelle lorsque le mouvement de fluide apparaît spontanément du fait même d'une inégalité des températures. Dans une pièce, par exemple, chauffée par le sol, l'air situé au niveau du sol, plus chaud, donc plus léger, que l'air situé au-dessus, tend à s'élever, ce qui provoque l'apparition d'un mouvement amenant l'énergie thermique dans toute la pièce. On a un type
un autre type de convection qui s'appelle convection forcée. Un fluide peut aussi être mis en mouvement de manière artificielle pour accélérer les échanges thermiques. On parle alors de convection forcée. Mettons par exemple le glaçon dans l'eau tiède, on va avoir une diffusion de chaleur naturelle spontanée. En contrepartie, lorsque on met une chaudière qui va pomper de la chaleur, la pompe active la circulation de l'eau d'un chauffage central domestique, les échanges thermiques entre la chaudière et les radiateurs sont accélérés par convection forcée. Par contre, les radiateurs, quand eux, cèdent la chaleur principalement par convection naturelle à l'air de la pièce. On finit par le troisième mode de transfert thermique qui s'appelle rayonnement thermique. Le rayonnement thermique est un transfert d'énergie à travers un milieu transparent par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique. Les transferts radiatifs sont les seuls qui peuvent exister à travers le vide. Leur mécanisme met en jeu les phénomènes d'émission et d'absorption des photons. Exemple, le Soleil émet un rayonnement électromagnétique qui transporte l'énergie. Celle-ci est susceptible d'échauffer le corps qu'il reçoit. Contrairement au transfert thermique par conduction ou par convection qui nécessite la présence d'un milieu matériel. Un transfert thermique par rayonnement peut se produire même dans le vide. L'onde électromagnétique se propage dans le vide. Passons maintenant à une notion de flux thermique surfacique, soit un volume V limité par une surface S, un point M du point à l'intérieur du volume et un autre point noté P à l'interface. Le flux reçu à l'extérieur, le flux thermique reçu à l'extérieur par le système S, à travers la surface élémentaire, s'écrit sous la forme suivante. D, c'est un flux élémentaire extérieur vers le système sigma, n'est autre que petit phi, donc c'est flux par unité de surface. Le flux qui traverse est watt par mètre carré, c'est un flux surfacique, analogique avec le vecteur de Ponting de l'onde électromagnétique. Pour calculer le flux total reçu par le système, il suffit de faire l'intégrale double à travers la surface fermée. Le transfert thermique reçu de l'extérieur par le système entre les instants T plus dt et la quantité de chaleur phi dsp dt. Soit un système quelconque, coordonnées cartésiennes par exemple, température T1 est supérieure à T2, le flux, le moteur de la conduction thermique est l'existence d'un gradient de température au sein du milieu. L'expérience montre que l'énergie se déplace dans la direction opposée à ce gradient. Ce courant d'énergie est décrit par un champ vectoriel appelé vecteur densité du courant thermique, JT1, de temps. Ce courant d'énergie est analogue avec celle du courant électrique. Par définition, son flux à travers une surface représente la puissance thermique qui traverse cette surface. Donc, on peut noter grand phi ou PTH, le flux thermique. Donc, voilà la quantité de chaleur qui traverse la surface ds élémentaire dt. Analogue avec la quantité de charge électrique, J électrique, scalaire ds fois dt. L'énergie se déplace dans la direction pointée par le vecteur J. On remarque que ΔQ est positif lorsque l'énergie traverse la surface dans le sens normal, Nm, et négatif dans le cas contraire. C'est analogue à la loi de diffusion des particules, loi de Fick, mesure algébrique. Si S est la surface fermée délimitant le système sigma, le flux thermique conductif reçu par S s'écrit sous la forme suivante. Le signe moi
parce que c'est le flux reçu par le système. Le vecteur DSP, c'est un vecteur normal à la surface et par convention hein, vers l'extérieur, dirigé vers l'extérieur. Énonçons maintenant la loi de Fourier, c'est la loi relative à la conduction thermique. La loi de Fourier exprime une relation linéaire entre le vecteur densité de courant thermique et le gradient du champ de température T, suivant la loi J égale moins lambda grade de T. Lambda s'appelle la conductivité thermique et s'exprime en watt-mètre moins 1 K moins 1. C'est analogue à la diffusion des particules, loi de Fick, et aussi analogue à la loi d'Ohm-Locard. Pour avoir une idée sur la conductivité thermique de certains matériaux, plaçons ici 4 laiton, l'acier, cuivre, dural, 4 types de matériaux, et ici un fil de bâton en bois collé avec une petite colle. Et lorsqu'on chauffe les 4 matériaux, on remarque que la diffusion de chaleur se propage des zones plus proches que les autres et on va avoir que le cuivre a une conductivité plus grande que celle de laiton, donc lambda du cuivre est plus grande que celle de laiton, et on va attendre laquelle plus grande, c'est dural ou bien l'acier. Donc, plus long, plus la chaleur met plus long du temps pour arriver au bout du fil, donc plus la conductivité est faible. Donc, plus la conductivité est grande, plus la vitesse de propagation de la chaleur est plus rapide. Donc, l'acier est le mauvais conducteur thermique. Par contre, le cuivre, c'est un bon conducteur thermique. La loi de Fourier est une loi phénoménologique, ne se démontre pas, comme la loi de Dulles-Filk. Le phénomène est irréversible. Par contre, la loi d'Ohm, ici locale, c'est une loi à démontrer par relation fondamentale de la dynamique dans un cours d'onde électromagnétique. Cette loi Joseph Fourier, c'est-à-dire la loi de Joseph Fourier, n'est valable que dans les cas suivants. Premièrement, si le gradient de température est trop fort, la relation entre le vecteur densité de courant thermique et ce gradient cesse d'être assimilée à une loi linéaire. Deuxième cas, si le gradient de thermique varie trop rapidement dans le temps, la relation entre le vecteur densité de courant thermique et ce gradient cesse d'être instantanée. Il y a un retard dans l'établissement du flux thermique. Et enfin, dans le cas des milieux anisotropes, dont la conductivité thermique dépend de la direction de l'espace, par exemple le graphite a une conductivité 400 fois plus forte dans une direction parallèle aux couches atomiques que perpendiculaire à celle-ci. Dans un tel milieu, le vecteur densité de courant thermique n'est plus nécessairement collinéaire au gradient de température. Même limitation qui existe pour la loi d'Ohm-Locard. Donc, on va avoir une relation matricielle entre J et grade et la température. Passons maintenant aux lois de convection, la loi de Newton. On note le flux thermique orienté du solide vers le fluide par phénomène de convection est proportionnel aux écarts de température entre température du solide, la paroi du solide, et température du fluide par un coefficient H qui s'appelle coefficient conducto-convectif. L'unité, il faut noter bien, watt mètre moins 2 K moins 1. Ce coefficient thermique conducto-convectif dépend de la nature du solide, dépend de la nature du fluide et aussi dépend de la vitesse d'écoulement du fluide. Dans le cas d'une convection naturelle, ce coefficient H est faible et dans le cas d'une convection forcée, le coefficient de H est très grand.
Le transfert entre solides résulte d'un couplage entre la conduction et la convection. Le mécanisme s'appelle aussi conducto-convection. Les conductivités thermiques des liquides étant supérieures à celles des gaz, H est plus grand pour un liquide que pour un gaz. C'est-à-dire, pour refroidir ce solide, c'est plus facile de le refroidir par un liquide que celui d'un gaz. Donc, comme on a déjà vu que la convection forcée est un déplacement macroscopique de fluide provoqué par une cause extérieure. Par exemple, les circuits intégrés d'un ordinateur sont refroidis par un transfert convectif à l'aide d'un petit ventilateur. Passons maintenant au rayonnement thermique, loi de Stéphane. Le transfert thermique radiatif ou rayonnement thermique a lieu entre deux systèmes de température différentes séparés par un milieu transparent, pouvant éventuellement être le vide. Il met en jeu le phénomène d'émission thermique ou d'absorption. Par exemple, lorsqu'on se chauffe au soleil ou encore devant un feu de cheminée, on reçoit un transfert radiatif par rayonnement. Bien sûr, si les particules s'échauffent, vont monter vers le haut, c'est un phénomène de convection. Donc, dans ce petit vidéo, on voit en même temps le rayonnement par onde électromagnétique et aussi le phénomène de convection. Même chose, on peut être chauffé par conduction métallique. Ici, les particules se mettent en agitation thermique, microscopique. On va avoir une propagation de la chaleur par conduction. Le transfert thermique entre l'intérieur d'une habitation et l'extérieur, par exemple, s'appelle conductif à travers un mur ou une fenêtre fermée, convectif à travers une fenêtre ouverte, radiatif quand le rayonnement du soleil entre à travers une vitre. La cuisson d'un plat dans un four électrique classique est due à un transfert thermique entre la résistance chauffante du four et le plat pour l'essentiel radiatif et pour une petite part conductif à travers l'air. Dans un four dit à chaleur tournante, un ventilateur provoque un mouvement d'air à l'intérieur du four qui ajoute un transfert par convection très efficace, convection forcée. Soit un milieu, une lame matérielle ici, une onde électromagnétique incidente, une partie de l'énergie soit réfléchie et une autre partie absorbée. En contrepartie, il y a une onde transmise. Donc, on peut noter, on a l'énergie incidente sera divisée en trois parties dans le cas général, réfléchie, absorbée, plus transmise. Un milieu est dit transparent lorsqu'il n'absorbe pas de l'énergie. Un corps noir, en contrepartie, est un corps qui absorbe tous les rayonnements. Il reçoit, et ceci, quelle que soit la longueur d'onde ou la direction du rayonnement incident. Un rayonnement émis par un corps noir isotherme a les mêmes caractéristiques qu'un rayonnement en équilibre thermique à la même température dans une cavité isotherme. Par exemple, ici, une cavité isotherme. Donc, un faisceau qui entre dans cette cavité, petit orifice, presque c'est impossible de ressortir. Donc, on a une énergie électromagnétique à l'intérieur du système. Ainsi, ce modèle peut être appliqué avec une bonne approximation au rayonnement du soleil, d'un filament de lampe à incandescence, d'un four industriel et même d'une vitre si elle est à la température ambiante. Passons à la loi de Planck, exprime la distribution spectrale du rayonnement et en équilibre thermique, soit DU, ce qu'on appelle la densité volumique d'énergie de rayonnement dans la bande de fréquence comprise entre nu et nu plus nu. Voilà la densité spectrale d'énergie en fonction de nu. Cette expression de densité spectrale d'énergie est donnée dans les concours, en principe. Il ne faut pas la prendre. Donc,
c'est une densité d'énergie, c'est-à-dire joule par mètre cube par unité de fréquence Hertz. La densité spectrale d'énergie a un rayonnement en équilibre thermique à la température T. On peut l'exprimer en fonction de la longueur d'onde lambda. Et on voit bien la différence entre ces deux courbes. Plus la température augmente, plus le pic augmente et aussi plus la longueur d'onde des maxima diminue. Vice-versa, plus la température augmente, plus l'intensité maximale, la densité d'énergie maximale augmente, et aussi la fréquence augmente à droite, puisque c'est logique, inversement proportionnel entre la fréquence et longueur d'onde. On va énoncer ce qu'on appelle la loi de déplacement de vie, exprime la relation entre la température, du rayonnement et la longueur d'onde lambda max. Voilà le lambda max dans la courbe. Pour chaque courbe, on dit c'est une courbe isotherme. Donc, on a tracé ici 1, 2, 3, 4 isothermes. Les longueurs d'onde dans le visible entre 400 et 800, on commence par le violet, on finit par le rouge. Les longueurs d'onde ici s'appellent l'ultraviolet et après 800 micromètres, domaine invisible bien sûr, qui s'appelle l'infrarouge. Donc, on voit bien que toujours le produit lambda max pour chaque température est constant, qui s'appelle la première loi de Wien, qui vaut 2898 micromètres Kelvin. On peut l'arrondir 3000 ou bien 2900 micromètres Kelvin. Donc, si on veut avoir une longueur d'onde observable, il faut chauffer le système à 6000 Kelvin ou bien 5000 Kelvin. C'est une température énorme. C'est pour cette raison, les corps en général rayonnent une onde électromagnétique, mais dans l'infrarouge. Il faut utiliser caméra infrarouge pour les détecter. Caméra thermique. La loi de Stéphane relie la température T et le flux des phi incidents reçus par une surface élémentaire par la loi de Stéphane qui s'appelle flux élémentaire des phi égale phi par unité de surface sigma T4. Sigma, c'est la constante de Stéphane. Trouvée expérimentalement et démontrée ultérieurement par Boltzmann et calculée mathématiquement qui vaut 5,67 disposant moins 8 watts mètre moins 2 K moins 4. Il faut apprendre bien l'unité. Donc, on peut dire flux petit phi, c'est un flux surfacique, ou bien même chose, grand M, émittance. Deux mots techniques, la même chose. Donc, voilà les trois modes de transfert thermique. On rappelle que le troisième mode de transfert thermique, rayonnement, c'est le seul mode qui est responsable à la propagation dans le vide et on peut, pour minimiser ce transfert thermique, on peut métalliser les parois, par exemple, d'un récipient. Donc, l'onde électromagnétique va avoir une réflexion totale. Le milieu n'absorbe aucune onde électromagnétique et par suite, on va minimiser ce transfert thermique par rayonnement. En contrepartie, il reste toujours le phénomène de conduction et convection. Merci pour votre attention et à la prochaine.